Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi, nombreuses et nombreux à vous connecter pour ce rendez-vous bimestriel, du Centre d'excellence, des troubles du neurodéveloppement iMind. Donc en cette, journée nationale du TDAH, on va aborder aujourd'hui la thématique, du vieillissement avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc si la trajectoire, de l'enfance à l'âge adulte avec un TDAH est souvent abordée, la question de son évolution et de sa prise en charge, au cours du vieillissement, reste encore peu discutée. Donc il est rare, que le traitement pour le TDAH soit prescrit chez les personnes, au-delà de 60 ans. D'abord, parce que les recommandations de la HAS, indiquent que le méthylphénidate, par exemple, ne doit pas être envisagé chez la personne âgée de plus de 60 ans et ceci, en raison d'une efficacité encore non établie sur cette tranche d'âge, parce que, simplement on ne dispose pas encore suffisamment de recul. D'autre part, parce que les personnes présentent aussi régulièrement, de l'hypertension, des problèmes cardiaques et autres contre-indications médicales à la prise du traitement. Donc, ce webinaire, il propose de caractériser les enjeux du vieillissement, chez les personnes, concernées par le TDAH. On verra comment, la retraite peut bousculer le quotidien et perturber, un fonctionnement antérieur, ainsi que le risque ou non de développer des pathologies neurodégénératives et les moyens de prévention qui peuvent être mis en place. Donc, pour explorer, ce sujet, on reçoit le professeur Éloi Magnin, qui est neurologue au Centre Mémoire, Ressources et Recherches au CHU de Besançon et madame Dominique Quesnel, personne de 70 ans ayant un TDAH avec un suivi et un traitement médicamenteux. Avant de commencer, un petit rappel sur le déroulement de ce webinaire. Donc tout d'abord, vous allez assister à une intervention, de 20 minutes pour chacun des 2 intervenants et s'ensuivra un temps pour échanger avec eux. Pendant la présentation, je vous remercie, de garder vos micros coupés. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou les poser à la fin où on vous donnera, la parole. Donc pour finir, ce webinaire, il est enregistré. Donc si vous ne souhaitez pas, que votre image soit diffusée, nous vous demandons de bien vouloir, couper votre caméra. Vous pourrez donc ensuite retrouver l'enregistrement complet de ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nos réseaux sociaux pour vous tenir au courant de notre actualité. Je vous laisse maintenant écouter la présentation du professeur Élan Magnin et de madame Dominique Quesnel. Bon webinaire. Bonjour à tous et bien merci de m'avoir, convié pour discuter de ce sujet-là, qui est un sujet qui est encore pas complètement, bien exploré, du point de vue de la littérature et des connaissances scientifiques. Mais je vais essayer de vous présenter un petit peu, ce qu'on sait sur le TDAH, le vieillissement et les potentiels liens qu'il peut y avoir avec des pathologies neuroévolutives ou neurodégénératives. Alors je vais pas reprendre, exactement ce qu'est le TDAH, hein, parce que c'est pas l'enjeu de la discussion, mais voilà, c'était pour reprendre quelques points clés dans lesquels, qui interviendront après par la suite, au cours du vieillissement. Donc le TDAH, ça va entraîner un déficit un peu constitutionnel sur les performances attentionnelles et ou exécutives, qui peuvent toucher, différents champs des fonctions exécutives, la mémoire de travail, l'impulsivité, la procrastination, de l'organisation. C'est assez fréquent chez les enfants. On dit qu'il y a une prédominance masculine, ce qui est, chez l'adulte est beaucoup moins évident que ça, hein, avec, des chiffres qui s'équilibrent entre hommes et femmes. Donc 5 chez les enfants, 3 qui perdurent et qui restent gênants à l'âge adulte, encore presque 2 après 50 ans et on a, très, très peu de chiffres pour des gens qui seraient plus âgés que ça. Donc on a l'impression finalement que, progressivement avec le temps, au cours de la vie, il y a des stratégies de compensation qui font qu'il y a les pourcentages qui baissent un petit peu de gens qui sont gênés. Mais si on prend en compte finalement les gens qui ont eu un TDAH dans l'enfance, on arrive à peu près une personne sur 20. Pour reprendre un peu la définition du handicap de quand est-ce que, ça devient un trouble. Pour que ça soit un trouble, il faut que ça entraîne une gêne dans la vie quotidienne.
et dans les facteurs qui font que ça peut devenir un trouble, eh bien, il y a, l'interaction entre le fonctionnement, les troubles de l'attention, les troubles des fonctions exécutives et l'environnement autour et les activités attendues. Et on sait que finalement, la période, il y a des périodes charnières un petit peu dans la vie des TDAH, la scolarité bien sûr, quand on, a, ensuite, une entrée dans la vie en autonomie avec des difficultés pour s'autonomiser à l'université ou au travail, des prises de responsabilité, la naissance d'enfants. Eh bien, au cours du vieillissement, c'est aussi probablement une période charnière avec des changements de rythme. La retraite qui peut être un changement de rythme, qui peut venir modifier un petit peu, certaines activités habituelles, qui va aussi demander des charges administratives qui sont, parfois conséquentes, surtout après avoir eu, parfois des parcours de vie compliqués comme on peut le voir chez certaines personnes avec des TDAH qui ont pu, changer plein de fois d'emploi, qui ont pu avoir des emplois pas toujours déclarés, qui ont pu avoir, des problèmes pour garder toutes leurs fiches de paye et cetera et cetera. C'est, aussi des moments où on va être, peut-être plus, chez soi, en famille et ça peut être aussi source de plus de difficultés, plus de conflits. Il y a la dépression aussi à la retraite qui peut, venir aggraver, les troubles, et entraîner plus de difficultés de fonctionnement. On sait que les gens avec un TDAH et au cours du vieillissement, on peut aussi avoir plus d'isolement, plus de difficultés, les enfants qui partent, ou des choses comme ça et des personnes qui pouvaient être ressources et soutiens, dans certaines tâches, notamment un peu rébarbatives, administratives ou les gestions du quotidien, peuvent ne plus être là et mettre là de nouveau en difficulté les gens avec un TDAH. Le fait d'avoir moins d'activités professionnelles, éventuellement moins d'activités physiques à cause de problèmes de santé, peut là encore aggraver, finalement aussi les symptômes puisque souvent l'activité physique, c'est un bon traitement qui permet d'avoir, comme ça, un moyen de défoulement notamment, dans le fonctionnement des TDAH. Parfois les gens, âgés qui, sont encore très, très, très actifs à l'inverse, ça peut être un vrai facteur protecteur de garder cette activité physique qui peut être un facteur protecteur dans le cadre du vieillissement. Donc il peut y avoir aussi des effets potentiellement positifs de ce fonctionnement. Les changements physiologiques du vieillissement, les changements, au niveau hormonaux, l'accumulation de problèmes de santé au fur et à mesure du temps, le fait parfois de pas, avec ces problèmes d'organisation, de pas pouvoir bien assurer le suivi de sa santé, prendre ses médicaments de manière régulière, avoir une bonne observance, oublier des rendez-vous médicaux importants ou des examens à faire, tout ça, ça peut aussi faire courir un risque un petit peu plus important au niveau de la santé. Et tout au long de la vie, on sait qu'il y a beaucoup d'associations, de comorbidités avec le TDAH et au fur et à mesure de la vie, ces comorbidités, elles peuvent s'accumuler avec le temps. Donc les problèmes de sommeil, les risques d'avoir des accidents avec des traumatismes crâniens par exemple, les comorbidités psychologiques, psychiatriques, heu, le fait d'avoir plus de facteurs de risque cardiovasculaire, je m'excuse de l'avoir mis en acronyme comme ça. Tout ça, ça peut s'accumuler au fur et à mesure du temps et puis ça peut mettre un peu, en danger la santé et aussi la santé cérébrale. On sait que tout ça, c'est des facteurs de risque pour avoir plus de troubles cognitifs et c'est aussi des facteurs de risque pour éventuellement avoir plus de risques de développer une maladie neuroévolutive. Le vieillissement cognitif physiologique chez les gens qui ne sont pas TDAH, eh ben, ça va déjà entraîner finalement, une moindre performance sur les performances attentionnelles, exécutives, un ralentissement. Et finalement, on voit que le vieillissement va venir finalement taper un petit peu sur ce qui était déjà un peu les points faibles des gens qui ont un TDAH. Et au cours du vieillissement, le cerveau, compense ce vieillissement en se suractivant, en surrecrutant, en compensant, en activant notamment les lobes frontaux de manière bilatérale pour essayer de garder un fonctionnement efficace. Puis on peut se demander, de ce fait, si
Le vieillissement chez des personnes avec un TDAH va nécessiter à la fois de compenser le TDAH, mais en plus de compenser le vieillissement et de savoir si cette double compensation est possible ou si ça va devenir quand même plus difficile pour les gens avec un TDAH ou au contraire, si le fait d'avoir toujours fonctionné avec ces troubles attentionnels, s'il n'y a pas déjà certaines stratégies mises en place qui vont pouvoir peut-être aider ces personnes-là. Alors, il y a certaines études qui ont essayé de comparer les fonctionnements cognitifs entre des TDAH chez des personnes âgées, versus des personnes jeunes et donc, ben, un peu ce qui est attendu, hein, c'est effectivement, on confirme qu'il y a un peu plus de troubles de l'attention chez les personnes les plus âgées, un peu plus d'atteinte de la mémoire au sens strict, vraiment de la mémoire épisodique, la mémoire du quotidien, la mémoire des choses, des souvenirs, des événements de vie. Et par contre, il y a des résultats un peu plus contradictoires dans la littérature sur les fonctions exécutives et notamment sur la mémoire de travail qui pourrait être soit un peu moins bonne dans certaines études, soit équivalente au sujet TDAH jeune dans d'autres études, voire même un peu meilleure, peut-être un peu surcompensée ou surentraînée chez les personnes âgées par rapport aux jeunes qui n'ont pas encore appris à maîtriser ça. Donc ça reste encore un petit point d'interrogation sur ce fonctionnement-là. Quelques pistes aussi sur la cognition et le rôle entre TDAH et cognition chez les personnes âgées. On sait que certains facteurs de risque génétique du TDAH entraînent un surrisque au cours du vieillissement d'avoir plus de troubles cognitifs et notamment plus de troubles cognitifs, dans les fonctions un peu visio-spatiales, le traitement un peu de repérage de l'espace, des mouvements. De la même manière, quand on a un TDAH, âgé, on peut, plus facilement être identifié comme ayant un trouble neurocognitif mineur. C'est une entité qui est utilisée, dans les consultations mémoire pour identifier les gens qui seraient à risque d'avoir une maladie neuroévolutive débutante. Ces troubles neurocognitifs mineurs et ben, ils sont décrits chez les TDAH âgés comme plutôt stables, donc pas réellement des pathologies neuroévolutives, neurodégénératives et donc on peut finalement être à tort un petit peu, pris pour quelqu'un ayant une maladie neurodégénérative débutante. Donc ça peut être aussi une source d'erreur diagnostique d'avoir un TDAH et surtout si c'est un TDAH chez la personne âgée qui est méconnu et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été diagnostiqués, notamment encore actuellement. Après, il y a une vraie question que se posent, les gens qui ont un TDAH, c'est de savoir si les traitements psychostimulants, le méthylphénidate ou même la liste d'hexamphétamine, si le fait de consommer ces traitements psychotropes au long cours, ça entraîne pas un risque pour leur cerveau. Donc il y a quelques études qui se sont, attachées à voir si ça pouvait entraîner plus de risques et finalement, on est quand même plutôt assez rassuré. On n'a pas l'impression que le fait d'avoir été exposé à ces traitements psychostimulants entraîne un surrisque de maladies neuroévolutives cognitives comme, voilà, j'aime pas le terme de démence, mais c'est le terme qui est utilisé dans la littérature. Donc pas trop de risques et même, on a l'impression que, les patients qui n'auraient pas été exposés au traitement auraient peut-être un petit peu plus de surrisque de développer des maladies neuroévolutives, cognitives que ceux qui auraient été exposés au traitement. Donc, de la même manière, une autre étude qui montrait qu'il n'y avait pas de surrisque de maladie d'Alzheimer et même au contraire que ça pourrait être légèrement protecteur dans ce cadre. Donc le traitement du TDAH chez les seniors, c'est ce qui vous a été dit en introduction. Heu, il faut qu'il repose notamment plutôt sur les prises en charge non médicamenteuses en première intention, la thérapie cognitivo-comportementale, le fait d'avoir une activité physique régulière et cetera et cetera. Les traitements qui sont des psychostimulants, sont pas dénués d'effets secondaires et notamment d'effets secondaires qui peuvent entraîner un surrisque, cardiovasculaire, une augmentation de la tension et de la fréquence cardiaque notamment. Il est donc plutôt envisagé d'arrêter le traitement quand on en a moins besoin, notamment dans sa vie professionnelle, à la retraite par exemple. L'AMM des traitements, ça dépend des traitements pour le méthylphénidate, c'est entre 60 et 65 ans selon les formes qu'il est proposé que y a l'AMM s'arrête. Il y a pas d'infos sur l'âge pour la lise d'hexamphétamine, mais on doit y réfléchir. Après,
il y a des situations où, ben, on peut continuer de travailler après 65 ans et il y a des gens qui sont encore en responsabilité de vie professionnelle ou des grosses responsabilités, des gens qui seraient à la mairie ou des choses comme ça et qui auraient besoin d'avoir ce traitement-là pour pouvoir tenir la barque. Et là, ça peut se discuter au cas par cas. Si c'est des gens qui sont en bonne santé, qui n'ont pas beaucoup de risques cardiovasculaires, si le cardiologue est bien d'accord, on peut prolonger un petit peu la prise de ce traitement, en sachant que probablement à un moment donné, il faudra peut-être quand même l'arrêter. Les indications, ça peut être aussi dans la vie quotidienne, si ça entraîne trop de difficultés dans ses relations, dans sa gestion du quotidien ou dans la maîtrise aussi éventuellement de certaines addictions. Après, ben, on a vu qu'il y avait quand même un petit surrisque, de développer des troubles neurocognitifs majeurs, des maladies neuroévolutives, là sur l'étude entre avec ou sans médicaments et on peut se demander si le fait d'avoir finalement un fonctionnement cognitif, mais une construction cérébrale différente, est-ce que ça entraîne une réelle fragilité par rapport aux pathologies neuroévolutives, neurodégénératives? On peut se dire que c'est un peu un grand écart entre quelque chose qui date depuis la toute petite enfance, puis finalement des maladies qui, surviennent plutôt, dans la deuxième partie de la vie ou chez les personnes âgées. En fait, il y a quand même beaucoup de points communs, notamment il y a des facteurs de risque communs et tous les facteurs de risque, notamment autour de la naissance, autour d'éventuelles difficultés naissance prématurée, des difficultés à la naissance, des expositions à des produits toxiques. C'est des points communs qu'il y a entre les maladies neuroévolutives et les troubles du neurodéveloppement, dont le TDAH. Là, il y a, quelques études qui ont essayé de s'intéresser à savoir s'il y aurait un lien entre TDAH et différentes maladies neuroévolutives et donc chaque case représente des études qui ont pu être faites et on voit qu'il commence à y avoir un petit peu de littérature, mais pas énormément sur, lien entre maladies neuroévolutives et maladies neurodégénératives. Ça, c'est une revue de la littérature qui a été faite par une collègue de Toulouse. Ce qui ressort finalement, un peu de ces différentes études, c'est que le fait d'avoir un TDAH pourrait entraîner, des formes plus précoces de maladies neuroévolutives, hein, c'est toujours avec l'équipe de Toulouse, on avait pu voir que, les troubles du neurodéveloppement en général, incluant le TDAH, peuvent faire que les symptômes peuvent arriver plus tôt, voire beaucoup plus tôt que, des gens qui n'auraient pas de troubles du neurodéveloppement, jusqu'à 7 ou 8 ans plus tôt. Ça peut favoriser aussi le risque, vraiment avec un réel surrisque de développer des maladies neuroévolutives et on verra un petit peu quelles sont les causes, connues pour l'instant autour de ça? Et puis ça peut favoriser aussi le fait de faire des maladies neuroévolutives un peu atypiques et notamment des maladies à corps de Lévy et on verra un petit peu le pont qu'il peut y avoir entre maladie à corps de Lévy et TDAH et l'articulation qui peut se faire autour de ça, notamment autour de la dopamine. Donc TDAH et sur-risque de maladies neuroévolutives de type, cognitive, démence, on voit qu'il y a quand même un sur-risque chez les gens qui ont un antécédent de TDAH, qu'il ait été un TDAH dans l'enfance et ou qu'il ait, perduré après à l'âge adulte ou non. Il y a un sur-risque avec 3 à 4 fois plus de risques tout de même d'avoir des troubles cognitifs majeurs qui peuvent impacter l'autonomie. Il y a un surrisque aussi d'avoir des hospitalisations dues à ces troubles cognitifs-là. Et en fait, quand on regarde bien les facteurs explicatifs, c'est souvent en lien avec le fait que les gens qui ont un TDAH ont plus de facteurs de risque cardiovasculaire, ont plus de consommation d'iatrogénie et notamment de traitements psychotropes qui peuvent aussi favoriser, les risques cardiovasculaires et favoriser les risques de troubles neurocognitifs et ont plus aussi de surconsommation de toxiques qui sont des facteurs de risque de développer des troubles neurocognitifs majeurs, des maladies neurodégénératives. Quand on prend en compte tous ces facteurs un peu confondants qui se sont ajoutés, si on essaie de les prendre en compte dans les études, il reste quand même, de manière spécifique, la maladie à corps de Lévy qui reste, même si on a éliminé tous ces facteurs un petit peu surajoutés chez les TDAH.
et donc il semblerait qu'il y ait quand même un lien un peu plus spécifique, vraiment en rapport par rapport au mécanisme de TDAH et les maladies à corps de Lévy, qui sont, voilà, des maladies qui touchent, une molécule particulière, la synucléine, qu'on retrouve dans le cadre de la maladie à corps de Lévy et dans le cadre de la maladie de Parkinson, qui sont 2 maladies, en fait, cousines. Et on voit qu'il peut y avoir une surreprésentation chez les gens qui ont une maladie à corps de Lévy de symptômes qui peuvent évoquer un TDAH dans l'enfance quand on leur fait remplir des échelles, comme la Bourse par exemple, avec, 3 fois plus de symptômes qui pourraient évoquer un TDAH dans l'enfance, chez les gens qui ont une maladie à corps de Lévy en comparaison à des sujets contrôle ou des sujets qui auraient une maladie d'Alzheimer. Donc on voit que c'est un peu plus spécifique de la maladie à corps de Lévy. De la même manière, un suivi un peu longitudinal pendant 15 ans de patients avec un TDAH a montré qu'ils pouvaient développer un peu plus de, troubles neurocognitifs majeurs et qu'ils avaient beaucoup plus de risques de développer des maladies à corps de Lévy que les sujets contrôle. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui ont un TDAH vont un jour développer une maladie neurodégénérative. C'est pas, le sens de ces études-là, c'est de dire qu'il y a un sur-risque, mais que ça n'est pas, inexorable et que ça n'est pas 100 des gens qui ont un TDAH qui vont développer ça. Il y a des points communs, hein, je les avais un peu, identifiés en introduction. Finalement, dans la maladie à corps de Lévy, il y a exactement les mêmes types de troubles cognitifs, des variations attentionnelles, des troubles dys exécutifs et des troubles visuospatiaux comme on a vu qui pouvaient apparaître avec le vieillissement dans le cadre du TDAH. Donc même profil cognitif. C'est aussi les mêmes réseaux neuronaux, les mêmes zones cérébrales qui peuvent dysfonctionner dans le cadre du TDAH et de la maladie à corps de Lévy, avec les réseaux un petit peu frontaux, pariétaux et les zones un peu profondes du cerveau avec les noyaux gris centraux, ce qu'on appelle les boucles sous-cortico-frontales. Et puis, il y a le même neurotransmetteur qui est impliqué dans le TDAH avec, voilà, les récepteurs, de la dopamine, les traitements qui sont des prodopaminergiques qui améliorent le TDAH, ce qui veut bien dire que peut-être la dopamine a joué un rôle dans le cadre du TDAH. Et dans le cadre des maladies à corps de Lévy, il y a des lésions cérébrales diffuses, mais il y a des lésions très spécifiques aussi dans les neurones à dopamine et on peut voir qu'il y a ainsi sans doute un lien et peut-être, des interactions, un continuum qui peut se faire entre ces 2 entités. Même si, je le redis quand même, tous les gens qui ont un TDAH ne développeront pas une maladie à corps de Lévy. C'est quand même important de pas brouiller le message. Donc voilà, je voulais, insister sur le fait que le TDAH, ça existe tout au long de la vie, ça existe encore chez la personne âgée, ça peut peut-être ressurgir parce que c'est une période clé aussi, hein, le vieillissement. Il peut y avoir l'addition entre le vieillissement normal qui vient aggraver finalement quelque chose qui était déjà difficile dans le cadre du TDAH, les fonctions attentionnelles, les fonctions exécutives et je pense qu'il faut que les professionnels de santé de la personne âgée soient sensibilisés, que les spécialistes du TDAH s'intéressent au TDAH encore chez les gens âgés et qu'il puisse y avoir, après une vraie réflexion quand ces gens-là sont amenés à beaucoup consulter en consultation mémoire, en consultation de psychiatrie ou de gérontopsychiatrie, que les gériatres puissent être sensibilisés à ça, alors que pour l'instant, on a quand même beaucoup tendance à croire que le TDAH, ça ne concerne que le champ de la pédiatrie, de la neuropédiatrie ou de la pédopsychiatrie. Et puis le TDAH, il y a des interactions avec, les pathologies neurodégénératives, neuroévolutives. À la fois, on peut se tromper et penser qu'il y a une vraie pathologie neuroévolutive alors que c'est simplement un TDAH qui aurait pu être méconnu. Donc, il faut poser les bons diagnostics pour pouvoir ne pas inquiéter les gens, de manière démesurée. Mais il faut aussi savoir que ça peut être un facteur de risque pour un jour avoir un déclin cognitif et donc ça mérite surveillance. Ça mérite aussi de réfléchir et d'avoir peut-être encore plus de place à la recherche pour voir s'il y aurait des traitements qui pourraient avoir un réel rôle protecteur pour le vieillissement des TDAH et savoir si le méthylphénidate doit ou pas être continué le plus longtemps possible, si la sécurité, du traitement le permet. Il faut savoir que ça peut donner des formes un peu particulières de maladies neuroévolutives avec des symptômes un peu atypiques et notamment la maladie à corps de Lévy. Et il y a encore beaucoup de place, à la recherche parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnus et que la littérature qui est pour l'instant à notre disposition reste assez modeste.
et voilà, j'en ai fini. Bonjour, je suis Dominique Quesnel, j'ai 70 ans. J'ai un TDAH, qui a été découvert très tard. J'ai malgré tout la chance d'avoir pu bénéficier d'un traitement qui a un peu amélioré la situation. J'ai 42 ans de carrière en psychiatrie. J'étais infirmière psy et pendant ces 42 ans, j'ai jamais entendu parler de TDAH. À l'heure actuelle, j'ai encore croisé des médecins qui me disent: «Bah, c'est la nouvelle mode». Avant, c'était les on était, heu, bipolaires, maintenant on a un TDAH, ça reste, il y a encore des médecins, énormément de médecins qui n'y croient pas, qui prennent pas ça au sérieux, qui, c'est dommage. Heu, j Dans toutes mes prises en charge, j'ai jamais eu un médecin. On m'a toujours, soignée pour les symptômes, pour mes troubles. J'ai été accompagnée, j'ai eu plusieurs psychiatres qui m'ont soutenue dans mon parcours de vie, mais aucun n'a évoqué cette possibilité de trouble. Sans doute parce qu'ils ne la connaissaient pas. J'ai, qu'est-ce qui m'a fait consulter pour un diagnostic? Alors en fait, régulièrement mon angoisse c'était, depuis la trentaine, je suis angoissée à l'idée d'une démence précoce par, le fait de tout perdre, mes oublis, mes pertes, ma procrastination, enfin plein de troubles, du TDAH me faisaient penser à des patients que j'avais croisés, atteints de démence précoce. Donc c'était mon angoisse, donc j'ai commencé très tôt à faire, des tests mémoire. À chaque fois, on me disait, que mes tests mémoire étaient plutôt au-dessus de la moyenne, mais de mon âge, mais qu'il y avait vraiment pas à m'inquiéter, que j'avais pas de risque d'Alzheimer, c'était pas mon problème pour les 10 ans à venir. Donc j'ai adapté, j'ai fait mes tests de mémoire tous les 10 ans et oui, on me disait: «Vous avez effectivement, un problème d'attention peut-être», mais ça restait quelque chose qui apparaissait pas, qui était bénin pour eux. J'ai fait toute ma carrière donc avec ce TDAH sans savoir ce que j'avais. Bon, je me rendais bien compte que j'étais toujours en retard, que j'avais beaucoup de mal à gérer mon temps, que sur le temps du travail, ça allait parce que bon, en tant qu'infirmière, on est dans un cadre, où tout est réglé. Les choses ont une place, son rôle par rapport au patient est bien déterminé. Il y a, le temps aussi est réparti, d'une manière, prévisible. Donc, avec un peu d'attention, par contre, oui, durant toute ma carrière, j'ai été victime de migraines, souvent atroces. J'ai même passé un IRM à un moment tellement ça inquiétait un peu aussi mon médecin. Parce que la concentration devenait trop dure. J'arrivais à remplir mon rôle, mais avec une concentration supérieure à la moyenne, de mes collègues et j'étais épuisée. J'avais aussi, j'avais aussi, bon, bah, des troubles, je suis soignée pour des états dépressifs récurrents, depuis, mon là, j'ai le rapport de celui qui m'a diagnostiqué, le professeur Lebin et qui note dans son interrogatoire que j'ai fait une IMV à 12 ans, quand même. J'avais déjà une estime de moi pas satisfaisante à l'époque, bon, c'était un milieu vu mon âge, l'éducation était beaucoup plus psychorigide et on cherchait moins à comprendre pourquoi les enfants n'étaient pas, dans les clous, ne faisaient pas les choses comme on s'y attendait. Donc j'ai perdu le fil. Heu Et donc après l'activité physique, j'avais un chien avec qui je faisais 5 kilomètres, quand je suis partie à la retraite, en 2017 donc, qu'est-ce qui a changé?
moins de cadre, donc plus d'éparpillement, c'est sûr, la perte du cadre, de la routine de l'hôpital. Parce que j'ai fini ma carrière, j'ai beaucoup bossé en hôpital de nuit, vu que je souffrais d'une comment? D'une insomnie, récu du d'un trouble du sommeil grave et j'étais diagnostiquée comme ça. J'avais préféré choisir le travail de nuit quand c'était possible parce qu'au moins je me disais dans la journée, quand je serai épuisée, je pourrais me toujours m'arrêter alors que l'inverse était guère possible avec des nuits blanches et travailler de jour. Et là, mes 6 dernières années, en fait, je les ai passées en Normandie, au Bon Sauveur et je travaillais dans un hôpital de jour. Donc l'hôpital de jour qui avait ses routines, des horaires fixes, que c'est vrai que ça m'allait très bien et donc bah, quand tout ça s'est arrêté à la retraite, ça m'a fait perdre justement tout cet équilibre qui était créé un peu par l'hôpital de jour. Heu Par contre, à la retraite, bah, là, j'ai mes migraines ont disparu. Donc j'étais beaucoup moins obligée de me concentrer en permanence sur ce que je faisais. Heu, les conséquences, de ce départ à la retraite, les 2 premières années, ça a pas, bon, bah, j'avais mon chien, mon berger allemand avec qui je faisais beaucoup de marches, c'était minimum 5 kilomètres par jour, donc ça suffisait amplement à mes besoins physiques et bon, bah, à sa mort, évidemment, ça a été un peu, j'ai pas repris de chien depuis mon âge. Il y a un moment où il faut pas de chien aussi gros tout au moins et avec qui je puisse, faire beaucoup de marches. Ça déjà j'étais moins motivée, toute seule, on a moins envie de marcher. Et puis ensuite en 2020, il y a eu la période du covid, où là je me suis retrouvée isolée, où ça a été, j'ai quand même, je suis restée très longtemps, et encore à l'heure actuelle, il y en a des traces, je suis restée beaucoup plus casanière, moins ouverte, heu, moins à la recherche d'une vie sociale, d'association ou, alors que j'étais très présente dans une association avant, après le covid, j'ai vraiment eu un arrêt de tout ça, j'arrivais plus et puis il y a surtout eu, fin 2020, le décès de mon fils, cadet, moins de 50 ans et d'un arrêt cardiaque et ça a été un bouleversement terrible et puis tout s'est fracturé dans ma tête, tout ce que j'avais en fait, je suis revenue au TDA de mon enfance, aux périodes où j'étais vraiment mal et où tout était, où j'étais en manque de repères, où j'arrivais plus à m'organiser, et puis là, j'en suis là, quoi. Je suis, c c ça s'est écoulé. Il y a un effondrement des stratégies, qu'on met en place pendant des années pour justement arriver à compenser, ce trouble de l'attention et bon, bah, ça a été une période très dure et j'ai eu la chance, un jou dans un entretien médical, j'avais d'un médecin traitant, je suis tombée sur une remplaçante ce jour-là j'ai craqué. En fait, j'étais en pleine dépression, c'est sûr, j'étais vraiment après le décès de mon fils, il y a eu vraiment un passage très, très dur et heu, j'ai tellement craqué qu'elle m'a fait une lettre pour une CMP de Vire, auquel je me suis rendue et j'ai eu une chance immense parce qu'il y a plus d'1 an d'attente généralement pour toute prise en charge, à cet hôpital et en fait, la lettre, m'a amenée tout de suite à une infirmière qui m'a pris en charge, qui m'a donné un rendez-vous quelques jours après. Après j'ai eu tout de suite, j'ai bénéficié d'une psychiatre, qui elle m'a refait passer des tests de mémoire. La neuropsy qui me les a fait passer m'a dit bon, bah, toujours la même réponse. En fait, moi j'ai l'impression que ça s'empire à chaque fois et en fait, j'obtiens à peu près tout le temps les mêmes résultats. On me dit qu'ils sont toujours, un peu au-dessus de la moyenne de mon âge, mais qu'il y avait un peu de dyscalculie quand même de se noter dans certains, hein.
dans certains tests. Mais, sinon au niveau mémoire, il y avait rien, quoi. Et elle m'avait dit: «Bah, je vais quand même vous faire passer un autre test», et c'est là que, ben, à 60, presque 5 ans, j'ai découvert ce TDAH, au cours des tests, quoi. Donc elle m'a envoyé avec la psychiatre, donc elles ont fait en sorte que je voie un un spécialiste du TDAH à Caen, le docteur Lebas. Et ça a demandé presque 1 an parce que par contre là, il y avait une longue liste d'attente, et moi, bon, bah, je tellement contente d'entendre que j'étais pas en début d'Alzheimer, ce que je croyais depuis des années et des années, heu, mais qu'en plus, il y avait peut-être la possibilité d'un traitement. Heu, donc bah, j'étais dans l'impatience de connaître ce traitement, de voir s'il pouvait, parce que bon, il y avait 70, on me disait: «Il y a 70 de cas où ça a un bienfait et puis 30 où ça donne rien de positif». Donc je disais: «Je vais pas attendre 1 an, pour savoir que je fais partie de ces 30 là, être dans l'espoir que ça va s'améliorer et que». Et donc on a démarré le traitement, à la Ritaline. Avant que j'aie un diagnostic définitif, du docteur, Lebas. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, le docteur Lebas m'a dit lui-même, «Vous avez de la chance parce que moi je ne sais pas si je vous l'aurais prescrit à votre âge». J'ai approché de 65. Et même plus, oui, oui. Et donc par contre je lui dis: «Mais on va pas me le retirer», alors que c'est vrai que ça n'a pas. Le côté positif, ça a ralenti ce flux de pensée permanente heu, que j'ai. J'ai un flux permanent de pensées, ça tourne, ça tourne, ça tourne en permanence, et c'est ce qui crée, ben, ce manque d'attention en fait, de difficulté à se concentrer. Et la Ritaline a eu cet effet de non pas de l'annuler, mais de le diminuer. Donc c'était déjà un confort, énorme, et donc je suis attachée à ce traitement. Et donc bah, tout le monde est toujours, bon, j'ai un suivi, cardio, j'ai même passé une scintigraphie cardiaque, l'année dernière pour, d'effort, tout va bien, j'ai un cœur qui va bien, et je prie pour qu'il aille bien longtemps parce que c'est vrai que l'idée de l'arrêter, le traitement, me fait peur. Voilà. Oui, je sais pas quoi dire d'autre. Oui, ben, sinon les comorbidités, j'ai troubles graves du sommeil, dépression récurrente, la procrastination qui peut, quand je vais pas très bien, bah, aller loin, quoi, après il y a, bah, oui, quand j'ai une maison, qui ne ressemble plus à rien, j'ose même plus que quelqu'un vienne chez moi, quoi, ça peut aller loin, quoi, dans la perte de l'estime de soi. Et voilà, et puis, bah, c'est vrai que si je suis intervenue, c'est parce que j'espère qu'il va effectivement y avoir quelque chose de prévu pour, des gens comme moi, quoi, qui ont été diagnostiqués très tard, mais qui maintenant qu'ils le sont, vont pouvoir bénéficier d'un d'un parcours un peu allégé, quoi, qu'il y ait des soutiens, psychologiques, des aides, dans le quotidien. Parce que moi, c'est mon plus gros problème, c'est ça, quoi. Je mets, 3 fois plus de temps à faire, ce qu'une personne normale fait. Tout me cause un Je fais 10 kilomètres par jour, sans sortir de ma maison, parce que je vais d'un point à l'autre, je papillonne de partout. La Ritaline a un peu calmé, je dois faire que 5 kilomètres au lieu de 10, mais ça reste quand même une gros une grosse difficulté de gérer un quotidien comme ça. Et bon, bah, j'espère qu'il y aura en place des solutions qui seront pas, parce que bon, moi, je suis bien consciente que dans les années 70, quand j'ai commencé mes études, qu'il y avait probablement des personnes atteintes de TDAH qui étaient enfermées, à l'HP, pour démence. Et que, bah, oui, j'espère qu'à l'heure actuelle, il y aura d'autres structures, d'autres possibilités qui pourront, donner envie de vieillir quand même. Donc on va maintenant passer aux questions, si vous avez des questions. Alors monsieur François-Régis Frelon, on vous écoute. Alors, ma question, je me présente rapidement. J'ai 53 ans
J'ai la double peine. Je suis suivi par une psychiatre qui m'a diagnostiqué à 49 ans, autiste sans déficience, et à, 51 ans, TDAH. Donc j'ai été mis sous méthylphénidate avec, la lettre R. Tout à l'heure, monsieur Magnien, vous avez présenté un slide d'une collègue, de Toulouse, où on voyait, le TDAH et l'autisme. Et en fait, donc j'ai des parents qui sont, à 79 et 80 ans. Mon père a des problèmes mnésiques, il a eu un traumatisme crânien. J'ai une maman qui a eu un accident, à 36 ans, et de voiture assez grave, qui a aussi aujourd'hui des problèmes, et elle va commencer des TCC avec un gérontopsychiatre. Ma question, j'avais posé la question à la professeure Caroline Demilly. Quand on a cette co-occurrence, d'autisme et de TDAH, est-ce qu'il y a une prévalence entre les 2 troubles? Et elle avait répondu qu'on n'avait pas suffisamment de cohortes pour, définir cela. Ma question dans ces recherches que vous faites, là, vous parlez des dégénérescences, neurologiques, mais est-ce que il peut y avoir des déclencheurs psychosomatiques de maladies auto-immunes? C'est pas du tout ma spécialité, hein, pour vous répondre autour de ça. On sait que dans les troubles du neurodéveloppement, il y a quand même un sur-risque de développer déjà des maladies auto-immunes, hein. Psoriasis, des allergies, l'asthme, il y a déjà un réel sur-risque. Et après, il y a certaines maladies auto-immunes qui peuvent être, aggravées aussi par les troubles de l'humeur. On sait que les troubles de l'humeur, ça peut modifier quand même, notamment le cortisol, dans le sang qui peut modifier quand même aussi l'immunité. Mais après, je m'amuserai pas à vous donner plus de réponses que ça. Je pense pas que une atteinte uniquement psychosomatique puisse déclencher, Des voilà. Mais maladies, ouais. Mais je pense que Mais, peut-être je pense que c'est la c'est par conjonction de plein de rapport, choses. Je pense que c'est la conjonction de plein de choses. En tout oui, cas, ça peut être un facteur aggravant. c'est par rapport, en fait, au fait qu'il y ait, justement une interaction, sur, les synapses, qui gèrent la dopamine. Est-ce que ça peut avoir une influence, sur le fonctionnement du cerveau en général, qui Je suis déclenche, diagnostiquée il y a pas longtemps, comme on dit, ouais, dernièrement. récemment. Oui, j'ai été diagnostiqué récemment, mais voilà, j'ai un fils qui a 16 ans qui est TDAH, et je savais depuis longtemps que j'étais TDAH. Alors, on va passer la parole à madame, Alice Leblanc et Cathy Montagne. On vous écoute. Oui, bonjour, donc je me présente, Alice Leblanc. Voilà, je suis diagnostiquée TDAH depuis 6 mois à peu près, même pas. Et en fait, c'est tout un système, qui s'est passé depuis le 1er juillet de l'année dernière. Ma sœur a fait une décompensation, physique et psychique. Et là, dernièrement, elle a été suivie pour, dans un centre antidouleur, pas antidouleur, de la mémoire à Dijon. Et suite aux IRM qu'elle a eues et à la première visite, ils parlent d'une, déficience, frontotemporale. Et moi, ayant, mon diagnostic de TDAH, maintenant, je me demande, est-ce que, j'ai un risque de faire aussi un DFT alors que voilà, je suis TDAH? Est-ce que il y a une corrélation? Est-ce qu'il y a un risque, plus important de faire cette déficience, frontotemporale? De ce qu'on sait pour l'instant de la littérature, de ce que je vous ai présenté, il y a pas de signaux qui marquent des liens avec les maladies frontotemporales. Après, on sait encore pas tout, hein, et on sait qu'il peut y avoir quand même des risques génétiques dans le cadre des maladies frontotemporales. Donc,
je peux pas être complètement rassurant en vous disant: «Vous avez pas de risque», mais c'est peut-être pas en lien avec le TDAH. C'est du fait que vous ayez quelqu'un dans votre famille qui ait fait cette maladie frontotemporale. De ce qu'on Et sait actuellement des connaissances de la littérature et aussi c'est des connaissances qui restent encore très débutantes là. d'accord. Excusez-moi parce que je viens de prendre tardivement, je ne trouvais pas le lien de la réunion et donc ce DFT, vous dites que c'est génétique. Est-ce que parce que ma grand-mère a fait un Mmh. genre de la même chose que ma sœur, à peu près pareil. Elle s'est mise dans une bulle, à ses 70 ans, petits 70 ans. Ma sœur, là, ça se passe à ses 55 ans et donc moi, mon TDAH à 52 ans. Est-ce que je peux faire un genre de dépistage ou est-ce un genre d'examen pour ça? En théorie, je pense que c'est plutôt, d'abord avant de faire des dépistages, chez vous alors qu'il y a pas de diagnostic de posé, c'est plutôt, normalement chez les gens qui sont déjà atteints pour voir s'il y a réellement une anomalie génétique à rechercher et s'il y a des choses qui sont retrouvées après chez votre sœur, vous serez sans doute contacté pour voir si vous, s'il faut que vous fassiez ou pas des démarches pour les rechercher aussi. Mais ça, D'accord, voilà, c'est d'accord. habituellement plutôt le on fait pas de repérage chez, En entier? Avant, quoi? On va passer à la personne suivante pour les questions. Cathy Montagne? Je voulais savoir en fait, par rapport à la délégation interministérielle et au plan, en lien avec les TND, où se situe, la recherche et l'engagement par rapport au dépistage et l'accompagnement des adultes ayant un TDAH? Mais, dans un deuxième temps aussi, voir avec la corrélation, par exemple, par rapport à la maladie d'Ehlers-Danlos. Qui est une maladie auto-immune et qu'on commence à parler qu'il y aurait un lien avec les TND. par rapport à la stratégie nationale et bon, je peux pas répondre, c'est pas moi qui fait la stratégie nationale autour de tout ça. Pour le repérage, les TDAH, il est censé y avoir la construction de centres ressources TDAH qui s'occupent qui devraient s'occuper des enfants, mais aussi des adultes et qui devraient, servir à structurer les offres en région. En sachant qu'on est encore, au stade de construction, de préfiguration. C'est pas du tout quelque chose d'effectif pour l'instant et ça va mettre sans doute un peu de temps à être effectif. Après pour votre question par rapport au lien avec la maladie d'Ehlers-Danlos, on sait que alors maladie d'Ehlers-Danlos ou même le fait d'avoir une hyperlaxité, tendineuse, ça peut entraîner effectivement un surrisque d'avoir certains troubles du neurodéveloppement. En tout cas, il y a une surreprésentation des troubles du neurodéveloppement chez des gens qui ont une hyperlaxité tendineuse et inversement. Et après, vous dire exactement pourquoi, bon, moi, j'en sais rien du tout et je crois que la recherche, elle a pas complètement répondu à ça. Mais c'est vrai que c'est assez souvent associé et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui côtoient les centres antidouleurs, qui ont probablement des diagnostics de troubles du neurodéveloppement qui sont sous-évalués aussi, parce que voilà, il peut y avoir des co-occurrences de ces symptômes un peu, étranges et mal connus encore et mal identifiés. Et quand on a des enfants avec, enfin moi entre autres j'ai 3 enfants concernés par les TND, donc 2 qui ont, TDAH et TSA. Est-ce que vous conseillez aux parents de se faire diagnostiquer ou, bon, s'il y a pas il y a un peu trop d'agitation mentale, on va dire, bah, et que c'est gérable, on laisse comme ça? Est-ce qu'il vaut mieux diagnostiquer quand on sait que les enfants, du même fratrie sont diagnostiqués? Est-ce qu'il vaut mieux, comme par précaution, diagnostiquer les parents ou pas? Moi, je force jamais personne à se faire diagnostiquer. Je crois qu'il faut se faire diagnostiquer si on en ressent le besoin, si on est gêné au quotidien, s'il y a pas de gêne, si finalement, tout roule parce que tout est bien organisé, que tout fonctionne dans sa vie, personnelle, professionnelle, il y a peut-être pas lieu d'aller encombrer, les consultations. Par contre, dès qu'il y a le moins de questionnement, gêne, stress, bah, là, faut peut-être le faire.
mais on ne propose pas forcément d'asséner des diagnostics de force à des gens qui pourraient ne pas en avoir besoin. Alors on va maintenant donner la parole à Cécile Sceaux. Bonjour, merci de me donner la parole. Merci beaucoup pour, votre présentation, docteur Magnin. Je voulais vous demander si, il y avait, beaucoup de spécimens de votre espèce, à savoir, des médecins qui s'intéressent à la fois à la neurologie et à la psychiatrie. En fait, donc je suis psychologue et neuropsychologue et ma problématique, c'est l'adressage de mes patients chez qui je peux suspecter, par exemple, un TDAH à l'âge adulte. Hem, je pense à une patiente en particulier. Heu, En fait, si vous voulez, voilà, en gros, le TDAH, c'est plutôt du domaine de la psychiatrie à l'âge adulte et tout ce qui est neurodégénératif, du domaine de la neurologie et donc là, on rentre dans une espèce d'angle mort, et de no man's land de la médecine où on ne sait pas trop à qui adresser les patients. Donc, je voulais savoir si vous étiez, nombreux médecins à faire, les 2, à vous intéresser à la fois à la maladie neurodégénérative et au TDAH et sinon, bah, comment faire, moi, pour adresser mes patients? Alors, effectivement, tous les neurologues sont pas forcément sensibilisés aux troubles du neurodéveloppement de l'adulte. Il commence à y en avoir quand même quelques-uns. On essaye aussi de former, les jeunes neurologues en formation, les internes pour ça. Il y a quelques centres mémoire qui sont quand même un petit peu plus impliqués, dans ce cadre-là. Il y a le groupe des gens qui sont dans le GREDEV, là, la commission du GRECO, autour des troubles du neurodéveloppement avec des neurologues un peu partout en France. Il y en a, à Grenoble, à Lyon, à Caen, à Toulouse. Mais c'est vrai qu'il y a pas une couverture qui permet d'assumer, de voir, toute la population française qui pourrait être concernée par un trouble du neurodéveloppement et il y a sûrement place pour faire mieux. Merci beaucoup. Juste je me permets d'ajouter un tout petit truc à ce que vous disiez tout à l'heure dans votre réponse, à la personne, qui m'a précédée, où vous disiez que vous ne forciez personne à faire, de bilan, enfin je suis de votre avis. La seule chose, c'est que je me dis maintenant, après cette présentation que à l'âge adulte, finalement, ça peut être intéressant quand même d'avoir un dépistage ou, comment dire? Une évaluation, d'un TND, même si on n'a pas de difficulté. Alors peut-être que c'est un peu égoïste de ma part de dire que ça peut, faciliter le travail des neuropsys, plus tard. C'est-à-dire que si arrivé à 65 ans, 70 ans, on se pose la question d'une maladie neurodégénérative, d'avoir eu une évaluation, du neurodéveloppement avant, ça peut permettre en fait, à l'évaluation plus tardive de faire la part des choses entre TND et MND. Voilà, je ne sais pas si c'était très clair, mais c'était juste une, remarque. Non, Alors, ah pardon, allez-y. non, mais dans le meilleur des mondes, dans un monde idéal avec des ressources infinies, on devrait même tous avoir un jour un bilan cognitif pour avoir notre propre ligne de base, pour dans le futur pouvoir comparer nos propres performances à nous-mêmes. Mais malheureusement, là, on peut pas le faire et puis, ça ferait perdre beaucoup de temps à beaucoup de monde, et il faut essayer de cibler nos moyens quand il y en a réellement besoin pour l'instant, je pense. On passe la parole à Patricia Crottier. Bonjour, merci pour vos interventions très intéressantes. Moi, j'ai une question un petit peu plus simple, en fait, j'ai été diagnostiquée il y a 4 ans maintenant. J'ai pris, de la Ritaline, ça me convenait pas vraiment. En tout cas, j'ai, une forme vraiment inattentive. J'ai pris, du méthylphénidate. Ensuite, j'ai arrêté parce que ça me convenait pas complètement non plus et j'ai décidé de gérer mon TDAH, par, une vie un peu «plus saine» entre guillemets, qui est difficile parce que j'ai des périodes où, je suis vraiment en bas et des périodes où je suis vraiment en haut. Et là, ça se passe bien, mais quand je suis en bas, je j'ai pas une vie saine du tout. Ce que j'aimerais savoir, ce que je fais régulièrement, c'est que quand il y a des sujets qui ne m'intéressent pas, je me dis: «Je n'essaye même pas de retenir, ça ne m'intéresse pas» et je libère mon esprit pour d'autres choses qui m'intéressent vraiment. Est-ce que ça peut être une bonne stratégie ou est-ce que au contraire, ça va moins rendre service à ma mémoire d'essayer de retenir, des choses, différentes, enfin de ce qui m'intéresse pas, en fait? Je sais pas si je suis claire. Je me méfie toujours quand on dit: «Oh, c'est une question beaucoup plus simple». Heu, ça commence mal. Non, mais je dirais qu'on et je on peut pas se forcer à apprendre des choses qu'on veut absolument pas apprendre et qui nous intéressent pas du tout. Si vous avez jamais été passionné de physique quantique, je ne suis pas certain que ça a un grand intérêt de vous forcer, vous astreindre à faire de la physique quantique, par exemple.
Par contre, dans la vie de tous les jours, il y a toujours des choses un peu moins intéressantes qu'on est quand même obligé de se coltiner, faire sa déclaration d'impôts, faire des choses comme ça. Donc on peut pas tout passer à la trappe non plus. Voilà. C'est une Oui, je réponse parlais de Normand, hein. en fait, ce que je voulais dire, c'est, dans les conversations au quotidien, par exemple, avec, mes collègues ou d'autres personnes, si, tout ce qui est, moi, géographique, enfin, j'ai pas de sens de l'orientation et cetera. Dès qu'on parle de trajet, de trucs comme ça, je préfère me détacher de la conversation complètement, heu, au lieu d'essayer peut-être de me dire: «Tiens, ça serait intéressant de retenir», et j'ai l'impression que je garde mon cerveau pour des choses, plus utiles. Je crois qu'on a chacun nos stratégies. D'accord, merci. Alors il nous reste, 3 minutes. On va donner la parole à Lao Dartenay. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Je vais aller vite du coup. On a beaucoup insisté sur, bah, le risque cardiovasculaire, d'un traitement instauré, on va dire, sur des âges, un peu plus tardifs. Mais est-ce qu'on sait aujourd'hui, quels risques et quelles interactions on pourrait avoir en fait entre un traitement par exemple méthylphénidate, qui serait instauré et un début par exemple de maladie à corps de Lévy ou, de troubles neurocognitifs majeurs? Même si a priori, bon ça pourrait arriver que, enfin s'il y a quelque chose de précoce puisqu'on n'aurait pas d'instauration de traitement après 65 ans. Mais est-ce qu'on a une idée de ce que ça pourrait faire s'il y a il y a une confusion par exemple, et qu'on instaure un traitement pour un TDAH alors qu'en fait on a déjà des premiers stades de, maladie à corps de Lévy ou de Alors, troubles neurocognitifs? j'ai, il y a eu des essais, hein, du méthylphénidate qui ont pu être faits, pas dans le cadre du TDAH, mais vraiment dans le cadre de maladies d'Alzheimer, maladies de Parkinson. Ces essais, ils avaient pour visée de voir si ça pouvait améliorer notamment l'apathie. Heu, donc ça a déjà été fait chez des personnes un peu âgées aussi. Heu, Ça a pas été non plus super, super concluant parce qu'il y a des gros problèmes de tolérance avec l'âge, notamment alors cardiovasculaires, mais aussi sur les troubles, psychocomportementaux, hein, avec, plus d'agitation, plus de choses comme ça, chez les patients. Ce qui fait que c'est des traitements qui sont proposés quand même parfois dans l'apathie, mais qui sont quasiment jamais utilisés. Voilà. Alors, je vais prendre une question qui avait été posée dans le chat. Est-ce qu'il y a des conseils pour éviter ou limiter, le développement des MND, donc maladies neurodégénératives ou les MNE, maladies neuro-évolutives? Qui est en fait la même chose, hein, c'est juste les termes, qui évoluent un petit peu dans le temps. Alors oui, bah, il y a en fait, une grande place à la prévention en s'occupant bien des facteurs de risque cardiovasculaires, la tension, le diabète, le cholestérol. Éviter dans la mesure du possible, le tabagisme, l'alcool, les addictions. Essayer d'avoir, la meilleure hygiène de vie possible. Ça paraît idiot, hein, à dire comme ça, bonne alimentation, de l'activité physique. N'empêche qu'on sait que ça protège réellement le cerveau et que ça peut permettre de diminuer les risques un jour d'avoir un vieillissement à problème. Donc, il y a tout à fait une place, on peut être, un acteur de son vieillissement pour avoir un vieillissement qui soit meilleur. Hein, et c'est des choses qui sont aspécifiques. C'est pas que pour les TDAH, c'est pour tout le monde. Hein. Un grand merci à tous d'avoir suivi, ce webinaire. Si vous avez des questions supplémentaires, on les notera de côté, on verra comment on peut y répondre éventuellement. Donc on vous dit à bientôt, le webinaire sera bientôt rediffusé sur nos réseaux et donc on vous donne rendez-vous dans 2 mois. Merci. Au revoir.